Coucou les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre rubrique Le Jardin décalé, nous allons parler des plantes envahissantes du jardin et du bassin. Certaines plantes exotiques prolifèrent et s'établissent dans les milieux naturels sans y avoir été invitées, des implantations parfois très problématiques. Parce qu'ils ne rencontrent pas de ravageurs, certains végétaux importés envahissent les milieux naturels. On les appelle pestes végétales ou plantes invasives. Elles constituent même parfois une menace pour la biodiversité. Toute plante exotique cultivée ne deviendra pas nécessairement une peste. On ne sait pas précisément ce qui détermine son comportement envahissant, mais la dégradation des milieux encourage ce phénomène. Lorsqu'ils sont affaiblis, les écosystèmes, à l'instar des organismes, se trouvent moins résistants face à la pression d'une espèce nouvelle. La prolifération d'une peste végétale n'est certes pas la cause de leur déséquilibre, mais la conséquence. Voilà pourquoi le jardinier doit contenir certaines de ces 100 gènes et attendre que les milieux naturels se refassent une santé. Parlons d'abord de 4 plantes très expansives. Elles ont parfois été cultivées pour leur beauté, comme l'herbe de la pampa, mais ont tellement pris leurs aises que leur charme ne fait plus du tout l'unanimité. Voyons d'abord le sénesson du Cap. Il est parfois appelé sénesson de Mazamet, car c'est dans cette localité tarnaise que la plante aurait été introduite par accident en France en 1935 à partir de graines cachées dans de la laine importée d'Afrique. Cette vivace se distingue par ses feuilles fines, à petites dents, et ses fleurs jaunes, produites une grande partie de l'année dans les endroits protégés. Il forme un petit buisson atteignant 1 mètre de hauteur et 80 cm d'étalement et vit plusieurs années. Prolifique, cette plante s'est fait une spécialité des voies de circulation. On la retrouve alors sur les bords de route, les voies ferrées, les zones portuaires. Bien que le sénesson du Cap soit très dépendant des espaces perturbés par l'homme pour se propager, il pourrait constituer une menace pour certains habitats naturels rocheux, notamment en Europe centrale et en moyenne montagne. Mieux vaut donc ne pas le laisser s'installer. Au nord, le sénesson du Cap fleurit en juin ou juillet. Pour contenir son expansion, la meilleure des choses à faire est de l'arracher, de préférence avant sa floraison, pour éviter la production de graines. Voyons maintenant la balsamine, ou balsamine de l'Himalaya. Elle vient d'Asie. Cette plante annuelle est la plus grande de notre flore et peut atteindre 2 mètres, avec une tige dépassant 5 cm de diamètre à sa base. Elle porte aussi des renflements assez caractéristiques. Elle dégage une odeur désagréable lorsqu'on la froisse. Cette odeur est produite par des glandes qui lui ont donné son nom. C'est en éjectant ses graines, parfois à plus de 7 mètres, qu'elle se propage et établit des populations évinçant toute autre plante. Une vraie plaie, si elle pousse près d'un cours d'eau. En région de basse montagne et dans les zones humides, cette plante se montre particulièrement agressive, étouffant toute autre plante. Malgré son caractère ornemental, elle est interdite de commercialisation. Mon conseil, arrachez les plantules, repérables à leurs feuilles arrondies, au mois d'avril et de mai. Maintenant, voyons l'élante glanduleux. Il est connu sous de nombreux noms, comme faux vernis du Japon, élante du Japon, élante glanduleux ou plus simplement élante. Cet arbre peut être confondu avec le sumac et d'autres essences aux mêmes feuilles composées. Son odeur très désagréable est caractéristique et permet de le distinguer facilement. Introduit vers 1740 pour ses qualités ornementales, il forme rapidement un arbre qui peut dépasser 15 mètres. Sa croissance est assez rapide. Un sujet de 4 ans peut mesurer plus de 7 mètres et former des fruits avant sa 10e année, soit bien plus tôt que la plupart des arbres. Il se disperse d'un site à un autre grâce à ses graines ailées, à la façon des érables. Mais ce qui le distingue le plus, c'est sa capacité à drageonner abondamment, jusqu'à former des fourrés où il domine toute autre végétation. L'élante est une plante hautement allélopathique, c'est-à-dire qui inhibe la croissance des autres végétaux par un composé chimique, l'élantone, qu'il sécrète principalement par les racines. Son large feuillage, disposé comme un parapluie, évince les autres plantes. L'élante prolifère particulièrement dans les talus calcaires secs, où il envahit les milieux naturels, d'abord par une graine, puis par ses rejets. Il apprécie aussi les lieux délaissés, tels que les terrains vagues et les friches industrielles. L'élante glanduleux, aux fruits ailés colorés, est une espèce végétale envahissante qui nuit gravement à la végétation locale. Pour éradiquer l'élante, recherchez tous ses rejets. Une autre caractéristique intéressante, l'élante attire les pucerons. Maintenant, parlons du très fameux arbre au papillon, le Buddleia, de son appellation vernaculaire, est une autre plante asiatique bien connue et introduite de longue date pour ses qualités ornementales dans nos régions. La forme sauvage porte des épis mauves en juillet et août.
L'arbre aux papillons prospère dans les lieux délaissés, comme les remblais, où il peut former des populations très denses, mais aussi certains milieux plus spécifiques, comme les alluvions calcaires. Il se ressème avec une grande facilité et peut fleurir dès la première année. Décrié par certaines associations naturalistes, son caractère nocif n'est pas aussi marqué que pour d'autres pestes végétales. Il attire et nourrit beaucoup de papillons adultes, mais n'offre pas grand-chose pour leurs chenilles. À proximité du cours d'eau, mieux vaut ne pas le laisser proliférer. Heureusement, les variétés actuelles produisent peu de graines. Une taille après la floraison empêche la formation de graines et donc sa propagation. Donc je vous conseille d'arracher les semis indésirables avec leur motte sur les racines. Maintenant, on va parler des pestes empoisonneuses publiques. Parmi les pestes végétales, il y en a de particulièrement coriaces et prolifiques, et même pire, certaines posent carrément des problèmes de santé publique. C'est le cas de la renouée du Japon, introduite au XIXe siècle pour ses qualités ornementales et aujourd'hui considérée comme l'une des pires mauvaises herbes, car incroyablement tenace. Certes, celle-ci n'empoisonne l'existence du jardinier qu'au sens figuré. Ses tiges annuelles atteignent 2 mètres. Elle produit quelques graines, mais c'est surtout par bouture de tiges ou de racines qu'elle se propage d'un site à l'autre. Alors surveillez les transports de terre et les terrassements. N'exagérons pas toutefois ses capacités de nuisance pour l'environnement, à l'exception des berges et des fossés où elle peut former d'inextricables fourrés qui stoppent la circulation de l'eau. S'en défaire requiert de la patience. Tous les rejets doivent être retirés pendant au moins 5 ans. Sinon, moins esthétique, vous pouvez bâcher l'emplacement pendant 2 ans, mais nous connaissons également les inconvénients de cette technique pour le sol, alors faites le bon choix. Maintenant, l'ambroisie. Elle s'est introduite dans nos régions en empruntant un étonnant chemin. Ces graines se sont souvent trouvées cachées dans les mélanges pour oiseaux. Petites et du coup délaissées par les volatiles, ces semences ont pris pied et la plante s'est installée. L'ambroisie est une annuelle, s'élevant à 80 cm, aux feuilles découpées, et fleurissant en épis, rappelant un peu l'armoise d'ailleurs, mais le parfum en moins. Cette plaie à matrice de chaleur libère un pollen hautement allergène et indispose les personnes sensibles au rhume des foins, mais aussi les autres. De toutes les pestes végétales, c'est la seule à faire l'objet de mesures d'arrachage obligatoires dans certains départements, en particulier dans le Lyonnais, le Dauphiné et en Dordogne. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre préfecture de département, et si vous devez vous mettre au travail, arrachez l'ambroisie avant la floraison et la placez dans un sac hermétique. Passons maintenant à la berce du Caucase. Elle forme une tige de 3 mètres de haut, portant des ombelles géantes, atteignant 70 cm de diamètre. On la croirait sortie d'un conte pour enfants. Cette plante spectaculaire se développe pendant 2 ou 3 ans, puis meurt, mais après avoir libéré des milliers de graines. Mais attention tout de même à son charme trompeur, car en cas de contact, sur une peau exposée au soleil, la berce du Caucase s'avère hautement urticante. Elle provoque de redoutables brûlures semblables à celles causées par l'hypérite, le gaz moutarde de la Première Guerre mondiale. 2 ou 3 semaines sont nécessaires avant que cette dermite de contact ne disparaisse, nécessitant souvent la pose de bandages et la prise d'un anti-inflammatoire à base de cortisone. Même ces graines sont susceptibles de provoquer une réaction inflammatoire. Pendant l'ère soviétique, la culture de la berce du Caucase était encouragée pour augmenter la production de fourrage. Ces graines peuvent persister pendant des années dans le sol. Aujourd'hui, elles progressent dans les terrains frais, souvent en lisière de bois ou dans les fossés. Elle préfère les régions fraîches et bien arrosées. Là aussi, mieux vaut ne pas la laisser s'installer. Sachez aussi que son commerce est totalement interdit. Éradiquez du coup la berce du Caucase sans pitié à son plus jeune stade. L'opération requiert un équipement adapté. Pensez aux gants, aux vêtements à manches longues et aux chapeaux. La floraison de la berce du Caucase ne peut pas passer inaperçue, ses dimensions sont hors du commun. Maintenant, le Datura stramoine fait régulièrement parler de lui dans la presse régionale lorsqu'il fait son apparition en zone urbaine. Cette plante annuelle est d'origine américaine, mais ancienne. Elle serait présente depuis 3 ou 4 siècles. Son allure ne permet pas la confusion avec d'autres plantes. Toutefois, le faux coqueret lui ressemble avant la floraison. Le Datura stramoine ne pose pas de problème environnemental, mais présente une forte toxicité. Réputé psychotrope, il cause régulièrement des empoisonnements graves qui nécessitent des hospitalisations en urgence. Toutefois, le Datura n'est toxique que par ingestion. Porteur d'élégantes fleurs en tube, blanches ou mauves, c'est toutefois une mauvaise herbe prolifique, désagréable par l'odeur fétide qu'elle dégage lorsqu'on la froisse. Le fruit surnommé pomme du diable libère une grande quantité de graines, mais s'avère décoratif en hiver une fois séché. Passons du côté du bassin maintenant. Les milieux aquatiques sont spécialement vulnérables aux pestes végétales, donc inspectez attentivement vos points d'eau et leurs alentours. Commençons par l'élodée du Canada.
Elle forme de longs goupillons affleurant à la surface de l'eau. Elle produit une végétation tellement dense qu'elle ralentit la circulation de l'eau et encourage la formation d'embâcles et favorise l'envasement. Elle ne vole pas son nom de peste d'eau, qui lui est souvent donné. Elle peut même interdire certains cours d'eau à la navigation. Elle provoque aussi, par sa prolifération, l'augmentation du pH de l'eau, ce qui n'est pas bénéfique pour le reste de la végétation aquatique ni pour les animaux. L'élodée est couramment employée comme plante oxygénante, mais ne doit en aucun cas rejoindre les milieux aquatiques environnants. Ne l'ajoutez surtout pas à un bassin et faites-la sécher plusieurs jours avant de la transporter. L'élodée ne produit pas de graines chez nous, et c'est uniquement par bouture qu'elle se propage. 1 cm de tige suffit à créer une colonie entière. Attention, l'élodée ne doit pas être confondue avec d'autres plantes aquatiques indigènes, comme la naïade, le potamo ou le cératophile, qui constituent d'excellentes alternatives. L'appellation de peste d'eau ne doit pas non plus faire confondre l'élodée avec l'inoffensive pesse d'eau qui ressemble à la prêle. Maintenant, parlons de la jussie rampante à grandes fleurs. La jussie rampante et la jussie à grandes fleurs sont 2 plantes d'origine américaine, très proches. Ce sont les plantes les plus réglementées en Europe, juste après le cannabis. Leur détention reste autorisée, mais le transport, la propagation, le don ou la vente sont interdits sur tout le territoire européen. La cause ? Un caractère invasif sans précédent sous nos latitudes, faute de ravageurs dans nos écosystèmes qui la réguleraient. La jussie peut couvrir des surfaces énormes, même sur l'eau libre, en formant des couverts d'une très grande densité. Elle ralentit le cours d'eau et endommage gravement les milieux aquatiques sensibles. Elle augmente le risque d'inondation et provoque la disparition de la vie aquatique et palustre. Son éradication est coûteuse car elle doit être pratiquée manuellement. La plante n'apporte aucun bénéfice en contrepartie de son invasion et mieux vaut la retirer des bassins où elle subsisterait encore en ornement. Conformément à la réglementation, les tiges doivent être détruites par ébouillantage ou bien séchage au soleil pendant plusieurs jours avant d'être apportées en déchetterie. Maintenant, parlons du myriophile du Brésil. Il déploie d'élégantes tiges, ce qui lui a valu un certain succès comme plantation de bord de nombreux bassins. La plante s'étend à la surface de l'eau car ses tiges sont semi-flottantes. Elles sont garnies de feuilles ressemblant à des plumes d'un beau vert clair. Les anglo-saxons l'appellent d'ailleurs plume de perroquet. Comme la jussie, le myriophile du Brésil constitue un tapis dense à la surface de l'eau qui s'oppose à toutes les autres formes de vie aquatique. La plante capte la lumière et limite également le réchauffement de l'eau à la belle saison. Ses tiges pouvant s'allonger et se ramifier, elle est capable de s'étendre jusqu'à une grande distance de la rive, soit plusieurs mètres. Là où elle trouve de quoi s'installer, souvent sur les étangs et les cours d'eau très tranquilles, elle modifie fortement le milieu qui se dégrade. Son origine subtropicale ne l'empêche pas de résister au froid et on observe cette peste jusqu'en Belgique. La plante est réglementée et son commerce est dorénavant interdit, comme le prévoit l'arrêté du 14 février 2018, qui en proscrit la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange et la mise en vente. En plus, bien entendu, de l'introduction volontaire ou accidentelle dans le milieu naturel. Pour le remplacer, favorisez le myriophile en épi, Myriophyllum spicatum, qui est un végétal indigène, donc non problématique. Mon conseil, ne récupérez pas de boutures dans la nature sans en connaître l'origine. C'est en connaissant bien les plantes, leurs avantages et leurs inconvénients qu'on réussit à ne pas se faire envahir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode du Jardin décalé avec Rustica. À bientôt!